Isabelle Maréchal. De nos auditeurs, Florence, ils sont nombreux là, à réagir à notre question. Est-ce que nos jeunes parlent mal le français? Oui, puis on vous a aussi demandé avant la pause, est-ce que vous trouvez ça cool, vous, de bien parler français? Oui. Ou vous avez plutôt l'air de quelqu'un de chiant, snob, huppé? Il y a Janine qui dit, moi, je trouve que la majorité des Québécois maîtrisent pas bien le français. Puis c'est dû au fait qu'on enseigne mal le français de nos jours. Elle trouve que dans les années 60-70, on était beaucoup plus minutieux dans la façon dont on enseignait aux jeunes. Même chose du côté de Valérie qui dit qu'elle allait dans une école privée dans les années 80-90. Puis quand elle était avec des amis de l'école publique, elle se faisait rire d'elle avec son bon niveau de français. Oui, c'est sûr. On passe à notre professeur, un enseignant en mathématiques. On a Sylvie au téléphone avant. On a Sylvie. On va parler à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. On vous écoute. Parfait. En fait, moi, j'ai toujours fait attention à la façon que je parlais français et la façon de l'écrire aussi. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre à ma fille aussi également. Puis on se fait souvent, demander d'où vient notre accent, pourquoi qu'on parle comme ça. Souvent comme, comment ça, ta fille, elle a un accent français. Puis on se fait souvent... questionner sur le pourquoi qu'on parle, de la façon qu'on parle. Mais j'essaie juste de bien... La langue française est une très belle langue, j'essaie juste de bien la parler, de bien la transmettre. C'est une question de respect pour vous aussi. Oui, c'est ça. C'est de transmettre notre langue de façon appropriée. Je ne suis pas contre les accents, je trouve ça vraiment charmant, ce qui nous différencie, mais je trouve que c'est important de soigner notre langue et de bien la transmettre pour nos enfants puis pour notre culture. Merci de votre commentaire, Sylvie. Merci beaucoup. Puis on a Étienne qui écrit, effectivement, avec les décennies, les jeunes écrivent de plus en plus mal parce que leurs parents parlent de plus en plus mal au sens syntaxique. Dans leur cerveau d'enfant, ils enregistrent des formulations de phrases et lorsque les ados arrivent à l'écrit, là, ils les répètent. Alors, c'est totalement erroné. C'est fou aujourd'hui le nombre d'adultes qui n'accordent pas leur verbe quand ils parlent, surtout au subjonctif, au conditionnel. Comment voulez-vous que les enfants écrivent ensuite et parlent comme il faut? Je ne sais pas si notre enseignant en maths au secondaire, Simon Landry, est d'accord avec ça. Bonjour, Simon. Bonjour. Le niveau de français des jeunes dans vos cours, vous êtes en maths, mais on en parlait d'ailleurs pendant la pause avec le vice-président responsable du groupe Cégep à la Fédération nationale des enseignants, Yves de Repentigny, qui est avec moi en studio. Puis Yves me disait, oui, mais des fois, c'est parce que c'est dans le cours de français, mais dans les autres cours, on note pas forcément sur le français. Vous enseignez les maths. Est-ce que le français, vous le considérez quand même? En fait, j'ai pas le droit. Dans les normes et modalités, on n'a pas le droit de pénaliser un élève dans le réseau public, du moins, parce qu'au privé, des fois, ils se permettent certaines latitudes. Là. Mais au public, on peut pas pénaliser un élève dans une autre matière que le français. Et pire encore, même en français, on ne peut pas pénaliser un élève pour son orthographe autre que durant une production écrite. Fait que si, par exemple, il y a une compréhension de lecture puis l'élève écrit en phonétique ou comme s'il textait son ami sur Snapchat, on peut pas le pénaliser. On peut juste le pénaliser sur le contenu et non sur l'orthographe. Donc, c'est un des enjeux, puis là, j'entendais votre invité dire, oui, ça part du secondaire. Moi, je pourrais dire, OK, ça part du primaire. Le primaire, ça part de la maternelle. Bon, évidemment, tout découle, mais ça part de la maison aussi. Ouais, oui, mais il y a aussi, comme je mentionnais avec votre recherchiste, c'est qu'il y a un enjeu aussi on est beaucoup sur la gestion axée sur les résultats, qu'on veut toujours des bonnes notes, des beaux taux de réussite. Mais c'est quoi la façon la plus simple de les atteindre? C'est d'être moins exigeant. Mais moins on demande aux élèves d'en faire, moins ils vont nous en donner. On a un réflexe de dire, ils ont de la misère à écrire, on va arrêter de les pénaliser. Mais ce faisant, ils se disent, je suis plus pénalisé, je vais arrêter de faire les efforts. Et ça fait un effet domino. Au lieu, on devrait dire, on va être plus exigeant. Oui, on va peut-être avoir un creux de 2-3 ans où il va y avoir peut-être moins d'élèves qui vont rentrer au cégep directement. Mais après, ces 2-3 ans-là vont s'ajuster. Puis les élèves vont nous en donner, ils vont nous donner ce qu'on leur demande. Mais il faut être plus exigeant, mais on a le réflexe contraire en ce moment en éducation. Oui. Yves? Je suis sûr. Je n'étais pas au courant du fait qu'on ne pouvait pas dans d'autres matières. C'est quand même assez gros, là. Parce qu'au collégial, dans les politiques, c'est ce que je disais à Mme Maréchal pendant la pause, au collégial, dans la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages des collèges, il y a 10 jusqu'à 10 de notes dans un cours autre que français qui peut être, dans le fond, qui peut être consacré au français. En fait, c'est 10 c'est pas jusqu'à 10 c'est 10 mais on peut perdre jusqu'à 10 des points, finalement. Ouais. Mais je dirais que
Sauf que c'est à géométrie variable. Les profs ne l'appliquent pas. Ben, les profs sont tellement surchargés déjà par le reste de la matière, l'encadrement, la correction, etc., qui vont dire, ben, je vais faire ce que je peux, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais Simon, on a parlé de l'impact de la pandémie, puis Yves disait avec beaucoup de justesse, je pense, c'est sûr que là, les jeunes qu'on a, nous, au cégep, ben, c'est ceux qui nous arrivaient, qui nous arrivent du secondaire, qui ont en secondaire 1, secondaire 2, là, bon, c'est ça fait 6 ans à peu près. Ben, il était en pleine pandémie, puis c'était le début du secondaire. Donc, vous l'avez vu, ça, au cours des 5 dernières années, l'effet de la pandémie. Est-ce que vous diriez que c'est l'impact premier, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs? J'aurais tendance à dire que je commence à trouver que la pandémie, elle a le dos large. La pandémie, là, il y a aussi, comme je vous dis, un phénomène social, qu'on est moins exigeant à l'école qu'on l'était. Oui, puis là, il y a tout un débat sur les approches pédagogiques, de faire des dictées, plus de dictées, moins de dictées, etc. Le fait reste le même, comme je vous dis, comme votre collègue le dit, votre invité le dit, je ne peux pas pénaliser mes élèves. Moi, mathématiques, ils m'écrivent, c'est illisible. Puis là, quand je demande à l'élève, ben, écris-moi ça, je suis pas capable de te comprendre. Ils me disent, ouais, mais je suis en maths, j'ai pas besoin de me forcer, mais je suis pas capable de te comprendre. Puis les rares fois où j'ai essayé de dire, ben, je vais te pénaliser sur tes fautes de français, il s'agit qu'un parent appelle à l'école pour se plaindre, mais il m'a fait taper ses doigts, il faut que je corrige sans pénaliser. Le phénomène, il est là. Oui, la pandémie a joué dans l'équation, je suis d'accord. Je minimise pas la pandémie, mais la pandémie était dos large. Là. Les problèmes de performance en français, on s'en parlait avant la pandémie déjà. Là. Les chiffres sont peut-être plus alarmants qu'ils l'étaient il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on avait le débat déjà qu'au cégep. J'ai des collègues là, qui enseignent au cégep à l'université qui me disent, là, ils savent plus écrire. Comment ça fait qu'ils ont réussi sur secondaire 5? Ben, parce qu'on nous a dit de le faire réussir. Parce qu'on a baissé nos exigences, parce qu'on voulait les faire réussir, parce qu'on a toujours des mosus de taux de réussite à atteindre absolument, parce que le gouvernement, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des statistiques. Fait, comme je vous dis, la façon la plus simple d'atteindre une cible, c'est de réduire les exigences. Et là, on récolte un peu ce qu'on a, c'est-à-dire on a des élèves qui diplôment un secondaire 5, mais qui sont pratiquement analphabètes dans certains cas, parce qu'on truque le jeu pour que ça soit facile de réussir. Mon Dieu, c'est tout l'inverse du modèle olympique. On a longuement parlé à Jean-Luc Brassard qui nous parlait de discipline puis d'excellence. Là, vous me dites qu'il y a des jeunes qui disent regarde, pas obligé, là, je suis pas obligé de me forcer. Là, on est en maths, on n'est pas en français. C'est un peu décourageant, ça, Simon, quand même, non? Ben oui, puis effectivement, l'analogie olympique, c'est un peu de dire, on va dire à Michael Kingsbury, force-toi juste aux Jeux olympiques. Ben non, tu vas te forcer à l'entraînement tout autant. Ou si vous, votre patron en cube, vous disait, ben je vais regarder tes codes d'écoute, mais juste le lundi. Ben ça se pourrait que vous mettiez un peu plus d'effort dans votre émission du lundi que celle du vendredi. La logique, elle est là. On devrait être toujours exigeant avec les élèves à travers toutes les matières, mais ça, comme je vous dis, à court terme, il y aura un impact sur les résultats des élèves. Mais à très court terme, sur 2-3 ans, il y aura un petit creux. Et après ça, les jeunes s'habitueraient. Mais comme on veut pas vivre ce creux-là parce que les statistiques seraient moins belles pendant quelques années, ben on préfère juste faire des ajustements à court terme. On patch, un peu comme dans nos routes, on patch à court terme, puis on se dit, bon, on va pelleter le problème par en avant. Nous, au secondaire, on va pelleter le problème vers le cégep, puis je vous dirais que probablement que les profs d'université vont dire, ben le cégep nous pète le problème par en avant. C'est ça, là, c'est une roue qui tourne. Exact. On fait quoi alors, Simon, rapidement? Ben, moi, je vais garder le même discours. On part à la maternelle avec beaucoup plus d'exigences sur le français écrit, le français parlé, la lecture, et ça part à la maternelle l'an prochain. Et dans 15 ans, on va voir les résultats. Mais c'est dans 15 ans qu'on va voir les résultats. C'est pas l'an prochain. Donc, faut commencer à quelque part. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faudrait être plus exigeant. Il faudrait accepter un petit creux dans les statistiques, ce que le gouvernement n'aime pas. Mais il faudrait l'accepter que pendant quelques années, il va y avoir des années de vache maigre. Mais on est plus exigeant dès l'an prochain, dès la maternelle. Et dans 10-15 ans, on va voir le résultat. Oui, voilà, effectivement. Puis je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure, Yves de Repentigny, arrêtez de travailler en silo, que les enseignants puis les directions à la fois des collèges et des écoles secondaires, puis du primaire aussi se parlent, qui est comme vraiment... On dit que ça prend tout le village de l'éducation pour éduquer nos jeunes. Puis effectivement, merci Simon Landry d'avoir pris le temps de nous parler puis de nous rappeler que ça part aussi à un très, très, très jeune âge. C'est vraiment ce que je pense aussi. Simon Landry est enseignant en mathématiques au secondaire. Yves de Repentigny, merci beaucoup, vice-président du regroupement Cégep à la Fédération nationale des enseignants du Québec. C'est la Saint-Valentin. Fait que c'est sûr qu'on allait parler d'amour. On en a parlé hier. Vous avez tellement été nombreux à m'écrire, à continuer de m'écrire après l'émission. Fait qu'on va revenir là-dessus avec un angle toutefois qui s'intéresse à l'inflation parce qu'il y a des sondages qui sont sortis. Il y a aussi le fait qu'on a fait des petits sondages non scientifiques, on a fait des expériences terrain. Florence, entre autres, l'amoureux, ma recherchiste, en a fait une. J'ai très hâte qu'elle vous raconte ça. Première question que je vous pose, puis on va en parler tout de suite après la pause avec un sexologue qui est aussi psychothérapeute de couple. Est-ce que vous avez remarqué que votre couple
vous coûte cher? Avez-vous les moyens d'être encore en couple? Ou finalement, et là je parle aux célibataires qui nous écoutent, trouvez-vous que finalement, tout seul, finalement, c'est un petit peu plus économique. On s'en parle tout de suite après. N'hésitez pas à nous écrire puis à nous appeler 1-877-827-2343.